Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous parler du cancer du poumon chez les 50 ans et moins. Donc, quand on parle de cancer du poumon, on se pose souvent la question, à quel âge est-ce qu'on voit des cas de cancer du poumon le plus souvent? Et comme vous pouvez voir sur la graphe ici, on voit que la plupart des cas de cancer du poumon sont diagnostiqués chez les personnes qui sont plus de 60 ans. Par contre, on voit qu'il y a un nombre assez important de cas de cancer du poumon qui vont être diagnostiqués en bas de l'âge de 50 ans. On sait qu'en général, par exemple, c'est rare. C'est assez rare. L'âge moyen d'un diagnostic d'un cancer du poumon va survenir dans environ les personnes plus que 65 et l'âge moyen est de 72 ans. Par contre, on sait qu'il y a 2 à 10 des cas qui sont diagnostiqués en bas de 50 ans. Il y a multiples visages de cancer du poumon. Je pense que tout le monde en a des idées, mais il faut se rappeler que le cancer du poumon peut affecter des différentes sortes de personnes, des jeunes personnes. Et on voit des exemples des jeunes patientes qui sont affectées avec un cancer du poumon. Des fois, même en l'âge d'adolescence ou en jeune adulte, par exemple. Quand on regarde les chiffres par rapport au Canada, on voit que les femmes sont diagnostiquées de façon disproportionnée avec un cancer du poumon en bas l'âge de 50 ans. Quelles sont les causes de cancer du poumon? Et ça c'est applicable à plusieurs types de patients, donc pas seulement les jeunes. Quand on parle de différentes causes de cancer du poumon, il y a évidemment le tabagisme, qui est la cause vraiment numéro un, même chez les jeunes patients. Il y a aussi l'exposition à différents produits comme le gaz de radon ou par exemple l'asbestos, qui sont des produits qui vont favoriser le développement d'un cancer du poumon. Récemment, il y a eu une étude qui a été publiée dans une des plus grandes publications dans le cancer, la publication Nature, qui a démontré que même la pollution pourrait être une cause d'un cancer du poumon, et surtout aussi chez les jeunes patients. L'autre aspect important, c'est le côté génétique. C'est toujours un point qui est en développement en recherche. Donc, on ne sait pas exactement les causes précises, mais on sait qu'il y a des composantes génétiques qui peuvent engendrer un cancer du poumon. Et souvent, ça arrive qu'on n'est pas capable de trouver une cause. On appelle ça des causes idiopathiques, où est-ce qu'on a passé à travers toutes les causes et on n'a pas trouvé une source d'exposition. On voit ça assez souvent dans le cancer du poumon. On sait que le tabagisme, en général, diminue, ce qui est une excellente chose. On sait que le tabac est associé à de nombreux problèmes de santé, non seulement le cancer, mais aussi des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques comme des ACV. Donc, c'est une bonne nouvelle que le tabagisme diminue, aussi chez les femmes que chez les jeunes. Mais on sait que le tabagisme diminue, mais on sait que l'incidence, donc les nombres de cas de cancer du poumon, ça n'a pas changé. Donc, ça nous fait poser la question, c'est quoi les autres causes ou les autres éléments qui peuvent engendrer un cancer du poumon chez les jeunes? C'est quoi les caractéristiques des patients qui sont diagnostiqués avec un cancer du poumon avec un âge inférieur à 50 ans? Donc, on sait premièrement que ces patients jeunes qui sont atteints d'un cancer du poumon, généralement, sont des personnes qui n'ont jamais fumé dans leur vie et des personnes qui non plus ont eu des expositions au tabagisme secondaire. Donc, ça, c'est point numéro un. Point numéro deux, c'est souvent chez les jeunes femmes, donc des jeunes femmes non fumeuses qui sont diagnostiquées en bas de l'âge de 50 ans. Il y a aussi des composantes de ethnicité ou de race. Donc, des personnes d'origine asiatique
sont plus propices à avoir un diagnostic de cancer du poumon en bas de l'âge de 50 ans. Et l'autre élément assez important, et ça peut être difficile comme premier diagnostic, mais souvent, malheureusement, les patients en bas de 50 ans vont présenter avec un cancer du poumon à stade avancé. Donc, on voit l'exemple ici dans la photo. On voit ici que ça, c'est des poumons sains où est-ce qu'on ne voit pas de cancer. Ici, on voit qu'il y a le cancer, mais c'est vraiment dans des zones circonscrites dans le poumon, donc à stade précoce. Mais aussi, on voit qu'il y a du cancer un peu partout dans les poumons et même ça peut propager dans d'autres endroits dans le corps, par exemple dans les os ou dans le foie, par exemple. Et on appelle ça un cancer avancé. Et malheureusement, les patients jeunes ont plus de chances de se présenter avec des cancers de stade avancé. En règle générale, il y a un patient sur 5 ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon qui n'ont jamais fumé. Donc ça, c'est un fait important à garder en tête. Quand on parle d'autres causes ou de causes de cancer du poumon, souvent chez les jeunes, on est capable de trouver des mutations dans le cancer. Et on appelle ça une mutation de conducteur. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une mutation de conducteur? C'est vraiment cette mutation, cet changement dans l'ADN de la tumeur qui va faire en sorte que les cellules cancéreuses vont grossir et se propager. Et on voit ici un exemple. Donc, on a des cellules saines, donc des cellules sans le cancer, et on a un exemple d'une mutation. C'est quoi une mutation? C'est vraiment un changement au niveau de l'ADN dans la tumeur. Et c'est vraiment cette mutation qui va donner un signal aux cellules cancéreuses de toujours rester actifs et de toujours se propager. Et vous pouvez voir qu'au fil du temps, une autre mutation va se développer, une autre mutation, et ça va favoriser une croissance des cellules cancéreuses que vous pouvez voir en mauve. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça une mutation de conducteur? Parce qu'il peut y avoir d'autres mutations, des mutations qu'on appelle passagers ou secondaires. Et on a aussi l'exemple ici de conducteur et le passager. C'est vraiment le conducteur de l'auto qui va décider où la personne va aller. Et donc, c'est vraiment cette mutation qu'on est intéressé parce que des fois, il y a des médicaments spéciaux qui vont vraiment aller cibler la mutation pour tuer les cellules cancéreuses. Et on va rentrer dans les détails un peu plus tard. C'est très important de faire la distinction quand on parle de ces mutations. Est-ce que c'est des mutations qui viennent de nos parents ou c'est des mutations qu'on développe avec le temps? Donc, on appelle ça des mutations germinales quand ça vient de nos parents. Donc, c'est vraiment des mutations qui se développent dans les organes sexuels qu'ensuite on transmet à nos enfants. C'est vraiment pas ce type de mutation qu'on voit chez le cancer du poumon, chez les personnes en bas de 50 ans. C'est vraiment des mutations qu'on appelle des mutations somatiques qui développent après, dans un moment dans notre vie. Et c'est vraiment le cancer même qui développe ces mutations et à ce moment-là qui va influencer comment le cancer va grandir et c'est quel type de traitement qu'on peut offrir selon le développement de ces mutations. Donc, un exemple très important d'une mutation conducteur dans le cancer du poumon, c'est un gène qui s'appelle le gène EGFR. Et encore une fois, cette mutation, ce n'est pas une mutation héréditaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer à nos enfants. C'est quelque chose que notre corps et les cellules cancéreuses développent au fur du temps. Et pourquoi cette mutation est importante?
En fait, cette mutation, quand elle est là, ça donne un signal aux cellules cancéreuses de toujours rester allumées, de toujours rester en mode de croissance. Chez nos cellules normales, il y a des façons que notre corps explique à les cellules de s'endormir et de ne pas se répliquer. Mais quand on a cette mutation dans la gène EGFR, les cellules sont toujours réveillées et toujours en train de se répliquer. Et ça, c'est un exemple très important et qui arrive souvent chez les patients jeunes avec un cancer du poumon qu'on trouve cette gène. Et l'exemple clé, donc si on a cette mutation EGFR, la cellule cancéreuse va toujours être en mode action. Elle ne répond pas au signal de notre corps d'éteindre cette signal. Et donc, c'est vraiment à cause de ça qu'on a le cancer. Il y a plein d'autres exemples de gènes que je vais parler plus tard, mais le GFR, c'est une des mutations les plus fréquentes qu'on trouve chez les jeunes femmes, souvent aussi d'origine asiatique, qui vont être affectées avec un cancer du poumon. Et même si ça arrive plus souvent chez les jeunes femmes, ça peut aussi arriver chez les jeunes hommes. Et pas seulement en bas de 50 ans, mais on voit ça que ça peut arriver chez les personnes plus âgées aussi. Quand on rentre un peu dans les détails, donc on a tous l'ADN dans nos cellules. L'ADN, c'est vraiment le langage de nos cellules. C'est comment est-ce que les cellules dans notre corps comprennent c'est quoi leur rôle et c'est quoi leur fonction. Et c'est un langage qui est très précis. Donc, on a ces différents codes et le moment où est-ce qu'il y a un changement dans le code, ça, c'est vraiment la mutation. Et comme vous pouvez voir, ça peut être très discrète, ce changement dans le langage. Donc ici, on a oublié un G, on a oublié un C. Et là, à ce moment-là, c'est ça qui cause cette mutation. Donc, vous pouvez voir que même un changement petit peut engendrer quelque chose comme le cancer qui peut ensuite se propager et vraiment entraîner un diagnostic d'un cancer du poumon. Donc, on vient de parler, donc c'est quoi les caractéristiques d'un cancer du poumon EGFR muté ou EGFR positif? Donc, plus souvent chez la population asiatique et chez les personnes n'ayant jamais fumé. Il y a différents types de mutations d'EGFR. Il y a par exemple EGFR 19, 21, mais il y a plusieurs types aussi. Et c'est important parce que ce n'est pas toutes les mutations qui vont être pareilles. On va avoir des différentes mutations qui vont répondre à un médicament, mais d'autres qui ne vont pas répondre à un médicament. D'où l'importance de bien décrire et de bien savoir on est face à quelle mutation. Maintenant, comment est-ce qu'on diagnostique ces mutations-là? Donc, à travers les dernières 10 années, on a développé des tests diagnostiques, des examens diagnostiques qui sont capables de diagnostiquer ces mutations. On appelle ça des examens de séquençage de prochaine génération. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça séquençage de prochaine génération? Ça veut dire qu'il y avait un séquençage d'ancienne génération. Donc, dans le passé, on testait chaque mutation de façon individuelle. Ça est devenu très coûteux et ça prenait aussi beaucoup de temps à avoir des résultats. Et maintenant, grâce à cette nouvelle technologie de séquençage de prochaine génération, on est capable de regarder les différentes mutations et même des fois plus que 500 mutations avec un seul test. Et ça nous a ouvert beaucoup de possibilités en termes d'être capable d'offrir des nouveaux traitements quand on trouve des mutations. Donc ça, c'est un exemple d'une machine de séquençage où est-ce qu'on a une technicienne qui rentre les échantillons dans la machine et ensuite la machine est capable de nous sortir les résultats de mutation.
Et c'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours pour tous nos patients avec un cancer du poumon, peu importe l'âge, parce qu'on sait que ça va vraiment changer notre façon de traiter le cancer. Et comment ça se passe? Donc, malheureusement, il y a un diagnostic de cancer du poumon qu'on décèle souvent avec un scan ou une radiographie. Ensuite, il faut aller chercher un morceau du cancer pour être capable d'analyser le cancer sous le microscope pour nous dire c'est quel type de cancer, mais aussi la mutation. Donc, il va y avoir un médecin qui va faire la biopsie, donc il va faire rentrer une aiguille après avoir gelé la peau et enlevé les chances d'infection. On regarde avec un scan pour être sûr qu'on cible la bonne partie de la tumeur. Et ensuite, on va fixer le tissu dans un bloc. Donc ça, c'est vraiment un morceau de cancer qu'on a évalué. Ensuite, on enlève l'ADN, donc le code de langage de la tumeur, et on fait le séquençage pour être capable de voir si on est capable de trouver une mutation. Et qu'est-ce qui arrive si jamais la biopsie n'est pas possible? Par exemple, qu'on n'est pas capable de rentrer l'aiguille et qu'on n'est pas capable de faire ça de façon sécuritaire. Donc, grâce à les développements dans la recherche, on a développé une technologie qui s'appelle la biopsie liquide. La biopsie liquide va nous permettre de diagnostiquer les mutations dans le sang du patient. Donc, on n'a pas besoin d'y aller avec un aiguille, mais on peut y aller avec le sang pour voir si on est capable de trouver des mutations. Il y a des pour et des contre pour aller avec une technologie versus l'autre. Avec la biopsie standard, on va être capable d'aller chercher beaucoup plus d'informations et on va aussi être beaucoup plus certain avec notre résultat. Tandis qu'avec la biopsie liquide, des fois, c'est plus rapide. Mais si on n'est pas capable de trouver une mutation avec la biopsie liquide, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là. Peut-être c'est juste parce que le test n'était pas aussi précis pour être capable de faire le diagnostic. Donc, c'est très important de bien évaluer les pour et les contre et de discuter avec les patients pour expliquer les différents tests et les différents résultats. Et qu'est-ce que ça veut dire, les résultats? C'est quoi les implications de ce résultat-là? Et ça, c'est vraiment une approche visuelle. Donc ça, on voit, si on imagine qu'on a nos lunettes magiques et qu'on est capable de rentrer dans la tumeur, on voit ici les cellules cancéreuses en rose et aussi en vert. Et on voit que les cellules cancéreuses relâchent les mutations dans le sang. Et c'est vraiment avec cette biopsie liquide qu'on est capable de séquencer ces mutations pour ensuite essayer de trouver une mutation pour pouvoir offrir un traitement. Donc, comment est-ce qu'on traite? Mettons qu'on trouve une mutation. Comment est-ce qu'on traite cette mutation? Donc, quand on entend parler du cancer du poumon ou n'importe quel autre cancer, on pense souvent à la chimiothérapie. C'est quoi la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est un médicament qui souvent est introduit par les veines. Donc, vous pouvez voir ici une patiente avec un cancer qui reçoit la chimiothérapie par les veines. Ça se donne à l'hôpital. Et cette chimiothérapie-là attaque toutes les cellules. Donc, pas nécessairement les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines. La chimiothérapie, on sait qu'il y a chaque cancer à sa propre chimiothérapie, mais ça reste quand même un traitement qui n'est pas spécifique. Et l'autre aspect, c'est un médicament qui est donné par les veines. Donc, ça demande un déplacement à l'hôpital, généralement à tous les quelques semaines, et des visites assez fréquentes à l'hôpital. Donc, il y a plusieurs inconvénients, mais ça reste un traitement qui est très efficace pour le cancer du poumon. À travers les dernières années, on a développé un médicament qui s'appelle l'osimertinib. Et ça, c'est un médicament qui est ciblé, c'est-à-dire qu'il va vraiment aller cibler
le cœur du cancer, la mutation qui est responsable que le cancer grandit ou se réplique. Donc, c'est vraiment un médicament qui est ciblé, qui est spécifique contre la gène des GFR. Et il y a eu des études randomisées larges chez des milliers de patients qui ont séparé les patients dans les deux groupes. Donc, soit des thérapies ciblées ou des thérapies avec la chimiothérapie ou d'autres médicaments ciblés plus anciens. Et on voit que ce médicament était supérieur, c'est-à-dire que les patients vivaient plus longtemps avec ce médicament ciblé qui va vraiment aller dans le cœur du cancer pour vraiment tuer les cellules cancéreuses. L'autre avantage avec la thérapie ciblée, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est des thérapies par pilule, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un traitement par les veines et les patients n'ont pas nécessairement obligés de venir à tous les 2 à 3 semaines. C'est plus des rendez-vous de routine à tous les 6 semaines, des fois plus longtemps, où est-ce qu'on vérifie les effets secondaires, parce que chaque médicament a des effets secondaires, et les prises de sang pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau des organes avec les pilules. Il n'y a pas seulement le EGFR en termes de mutation. Donc, on voit ici un exemple ou plusieurs exemples d'autres mutations qui sont très importantes dans le cancer du poumon. Donc, on voit par exemple une mutation qui s'appelle le KRAS. On voit ALK. Donc, ça, c'est une mutation qu'on trouve aussi chez les jeunes. On a le HER2, on a le BRAF, on a le ROS1, le RET. Plusieurs exemples des mutations qui ont tous des thérapies ciblées qu'on peut offrir si on est capable de trouver cette mutation. Donc, j'ai mis un petit image de Sherlock parce que c'est un peu ça notre travail, de vraiment rechercher des mutations dans les tumeurs grâce au séquençage. Donc, c'est très important pour nous d'avoir les résultats de séquençage parce que ça change énormément notre conduite clinique. Avec le cancer du poumon, on entend aussi parler de plus en plus de l'immunothérapie. L'immunothérapie, ça, c'est un traitement relativement nouvel dans les derniers 10 ans qui ne cible pas les cellules cancéreuses, mais cible les cellules immunitaires. Donc, c'est quoi le système immunitaire? Tout le monde, on a un système immunitaire, c'est qu'est-ce qui nous garde en vie. Et les globules blancs, c'est nos soldats, ça nous protège contre les infections. Il y a différents types de globules blancs dans notre système immunitaire, mais le système immunitaire sert aussi à trouver les cellules cancéreuses avant que ça devienne un cancer. Alors, l'immunothérapie fonctionne par activer le système immunitaire. Donc, vous voyez ici un exemple de système immunitaire activé qui va ensuite tuer les cellules cancéreuses. Donc, ce n'est pas le médicament en tant que tel, c'est vraiment le système immunitaire qui va aller trouver les cellules cancéreuses. Et c'est très important parce que chez les patients avec une mutation, par exemple le GFR, on sait que l'immunothérapie ne fonctionne pas très bien dans ce contexte. Et j'ai donné un exemple ici. On a généralement 2 types de tumeurs dans le cancer du poumon. On a des tumeurs froides, on a des tumeurs chaudes. Les tumeurs chaudes, généralement, c'est des tumeurs qui répondent à l'immunothérapie. Tandis que les tumeurs froides, l'immunothérapie ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, ça va plus être la thérapie ciblée qui va être utilisée ou la chimiothérapie plus conventionnelle. Maintenant, peu importe la cause, quels sont les symptômes d'un cancer du poumon? Et ça, c'est aussi vrai pour les jeunes que pour les personnes plus âgées. Donc, très important que si jamais vous avez ces symptômes, d'en parler à votre médecin de famille ou à un autre médecin ou notre professionnel de la santé pour être sûr que vous soyez examiné et évalué. Donc, un toux qui persiste, une difficulté à respirer qui persiste, un crachement de sang,
une perte de poids non expliquée, des infections respiratoires à répétition ou une douleur sévère qui ne rentre pas dans l'ordre. Donc, très important de garder ces symptômes en tête et de rester à l'affût. Oups. Je reviens encore une fois à notre diapositive de multiples visages de cancer du poumon. Quand on pense de cancer du poumon, on pourrait avoir certaines images ou certaines préconceptions, mais je pense que c'est très important de faire la sensibilisation que le cancer du poumon, ça peut affecter plusieurs personnes. Ça peut affecter des jeunes femmes, des jeunes hommes, des personnes qui n'ont jamais fumé, d'où l'importance d'investir dans la recherche clinique et aussi recherche fondamentale pour essayer de trouver des nouveaux traitements et de mieux comprendre comment mieux traiter le cancer du poumon. Donc, en conclusion, encore une fois, multiples visages d'un cancer du poumon. Un sur 5 patients avec un diagnostic du cancer du poumon n'ayant jamais fumé dans leur vie. Très important de rechercher les mutations pour être capable d'offrir une thérapie ciblée, surtout chez nos jeunes patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Elkrief, pour cette conférence. Nous avons naturellement quelques questions du public. Et la première, pourquoi l'osimertinib cesse à un moment d'être efficace? Ça, c'est une excellente question. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi l'osimertinib ou d'autres thérapies ciblées peuvent arrêter de fonctionner avec le temps. La première façon, c'est que le cancer devient à un moment donné intelligent et trouve une autre façon de se répliquer. Donc, le cancer développe une deuxième mutation conductrice et des fois, on peut cibler cette deuxième mutation avec un autre médicament. Donc, souvent, on va offrir une autre biopsie au moment où est-ce que l'osimertinib arrête de fonctionner pour essayer de trouver une autre mutation. Parfait. Prochaine question. Sachant que le radon est la première cause de cancer chez le non-fumeur, comment peut-on savoir si notre cancer du poumon est causé par le radon? C'est une très bonne question. Je vous dirais, premièrement, c'est du cas par cas. Et c'est très important que si jamais vous soupçonnez que ça pourrait être une cause, d'en parler à votre médecin. Je vous dirais que ça serait une bonne question à poser à votre médecin, qui pourrait ensuite vous référer à des programmes de diagnostic où est-ce qu'on est capable de faire un questionnaire par un professionnel de la santé pour évaluer ce risque. Donc, je vous dirais d'en parler à votre médecin si jamais c'est une question que vous avez. Parfait. Bien, encore une fois, un grand merci pour toute l'information précieuse que vous nous avez apportée aujourd'hui et nous vous souhaitons une belle fin de journée.